Pour ce tour de France des paroisses et des régions, nous nous rendons dans le Puy-de-Dôme pour échanger avec deux participantes du 14e Congrès national des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France qui se déroule encore au moment de notre interview et qui avait lieu exactement du 25 au 29 août 2023. Tout d'abord, donc, j'ai la joie d'accueillir depuis le congrès la directrice de celui-ci, Marine de Clermont. Salut Marine. Bonjour. Et tout fraîchement revenue du congrès il y a quelques minutes à son bureau, la pasteur Emmanuelle Sebold, présidente du Conseil national de l'Église protestante unie de France. Salut Emmanuelle. Bonjour Marc. Merci de nous partager l'une et l'autre ce congrès des éclaireuses et éclaireurs unionistes où sont réunis, je crois, plus de 600 membres du mouvement. C'est ça Marine ? 500, mais c'est déjà pas mal. Oui, c'est pas mal du tout. Alors, je me permets de me tourner vers toi plus particulièrement, Marine, tout d'abord pour dire à nos auditeurs ce qu'est un congrès. Parce que c'est quoi un congrès des éclaireuses et éclaireurs unionistes ? Le congrès, du coup, c'est un grand rassemblement qui a lieu tous les 4 ans environ, entre 2 et 6 ans. C'est un événement national qui est inscrit dans nos statuts et qui rassemble tous les responsables et cadres du mouvement. L'idée, c'est de se rassembler et de se rencontrer, travailler des fois sur des sujets. Là, en ce moment, c'est sur le projet éducatif. Le dernier congrès, c'était autour du rapport d'orientation. C'est l'occasion de débattre, de jouer aussi, de faire un temps fort, de vivre ce temps fort de l'association. Tous les 4 ans environ. Emmanuelle, que fait une pasteur présidente du Conseil national au milieu de ces 500 jeunes ? Alors, plusieurs choses. D'abord, comme présidente du Conseil national de l'Église protestante unie de France, c'est très important pour moi d'être présente au Congrès pour manifester à ce mouvement, à tous les responsables locaux, régionaux, nationaux qui sont là, des EEUDF, que ce mouvement est un mouvement qui est membre du Collège des œuvres et mouvements de l'Église protestante unie de France. Que ce mouvement est très important pour l'Église parce que il s'occupe, il prend en charge, il accueille des jeunes, il accompagne les jeunes dans leur découverte de la vie, dans l'apprentissage des responsabilités, dans les questions spirituelles. Et que ce mouvement des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France est une immense porte ouverte, fenêtre ouverte pour l'Église sur la jeunesse. Non pas qu'on attende que tous ces jeunes viennent dans l'Église, c'est pas la question, mais cet aller-retour entre Église et mouvement scout est un enrichissement considérable pour l'Église et l'ancrage dans l'histoire et du protestantisme pour les éclaireuses et éclaireurs unionistes est, je pense, essentiel pour le mouvement aussi. Voilà. Donc, il y a à la fois l'importance de ce mouvement pour l'Église et l'importance, je pense, de l'Église, mais ça, c'est à eux de le dire, pour le mouvement. Alors justement, Marine, pour le mouvement, c'est important aussi cette présence de l'Église protestante unie de France avec plusieurs de ses membres et pasteurs, et je pense donc évidemment à Emmanuelle qui vient de nous dire l'importance pour elle, mais aussi il y avait le président de région Robin Sauter, Sophie Ollier qui a présidé le culte, Isabelle Bousquet pour la fondation de John Bost, puis je sais pas, certainement d'autres qui ont été également présents durant ce congrès. Oui, tout à fait. C'est important parce que déjà, on est un mouvement protestant, donc c'est aussi l'occasion de parler de notre proposition spirituelle et de la réaffirmer aussi au sein de notre projet éducatif. Le culte, il était ouvert au public, on y a invité aussi des amis, des anciens partenaires du mouvement. L'association, elle propose ça aussi aux enfants, et donc c'est bien que les responsables vivent aussi des temps spirituels, des moments de louange. Et puis l'Église, c'est quand même un des partenaires très forts du mouvement des EUDF. Et donc on est ravis de pouvoir créer ces liens, d'échanger, de débattre, de se ressourcer et d'avoir de conserver ces liens et d'échanger autour de ça et d'accueillir toutes ces personnes avec leur diversité et leurs propositions différentes.
à la fois autour de tables rondes, d'un culte, de débats, des ateliers. C'est pas les mêmes sujets abordés, c'est pas les mêmes personnes qui y vont. Ça permet de toucher des responsables de manière différente et de créer l'échange. Donc ouais, c'est super d'avoir ces personnes autour de nous sur le congrès. Alors, ce congrès a pour thème rencontrer, explorer et s'aimer. On perçoit dans ces premiers échanges effectivement toute la dimension de la rencontre entre les membres du mouvement et nombre de ses invités, mais il y a aussi toute la dimension de la rencontre entre les responsables et cadres du mouvement. Pourquoi c'est aussi important? Parce qu'il existe des rencontres déjà localement, régionalement. En quoi c'est important aussi de se rencontrer au niveau national? C'est important de se rencontrer pour échanger déjà sur nos pratiques, ce qu'on vit, savoir qu'il y a d'autres manières de faire dans d'autres groupes. Déjà, il y a des groupes qui n'ont pas du tout les mêmes publics, qui n'ont pas les mêmes activités. On a des groupes marins, des groupes terrestres. On a des groupes qui sont plus ruraux, des groupes plus citadins. Donc déjà, de ce point de vue-là, très pratique dans nos activités. Et puis, il y a aussi des responsables qui changent de ville quand ils vont étudier, quand ils partent de chez leurs parents. Donc, c'est bien aussi de voir les autres groupes qui existent, de créer ces liens. Et puis, c'est toujours un apprentissage, y compris dans les activités qu'on fait. C'est important la rencontre, ouais, puis de savoir qu'on n'est pas tout seul aussi. En fait, ça redonne de la force de savoir qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même chose dans d'autres groupes, qui ont des fois les mêmes galères, les mêmes enfants en fait finalement, et les mêmes manières de faire. C'est en ça qu'on dit que le congrès c'est un temps fort de l'association parce que cette rencontre, elle redonne de l'énergie, quoi. Emmanuel, qu'est-ce qui t'a marqué durant ces jours de rencontre que tu viens de vivre avec les éclaireuses et éclaireurs unionistes? Je dirais deux choses m'ont marqué, enfin plusieurs, mais bon, en résumé. L'énergie dégagée par ces jeunes, leur responsabilité, les questions qu'ils posent, les thèmes dont ils débattent, qui sont des thèmes en prise avec l'actualité de la société, qui sont des questions vraiment je dirais, qui aujourd'hui bouleversent la société. Les thèmes de l'écologie, les thèmes de la non-violence, le thème du genre, le thème de l'éducation, le thème, enfin voilà, tous ces thèmes qu'ils abordent dans des tables rondes, dans des ateliers. J'aimerais tellement que la manière dont ces thèmes sont abordés puisse être aussi vécue dans les paroisses, dans les églises locales. Souvent, on est un peu timide en paroisse pour aborder des thèmes extrêmement actuels qui peuvent être clivants, qui peuvent être, voilà, on a du mal à se saisir de ces questions-là. Or, ce sont les questions que les jeunes se posent, dont ils veulent débattre, dont ils ont besoin de débattre. Et j'ai été frappée, voilà, vraiment, j'ai été extrêmement touchée par à la fois le désir qu'ils ont d'approfondir ensemble, la manière infiniment respectueuse, même si c'est engagé, d'aborder ces thèmes, chacun et chacune, le goût du débat, dont on aimerait tellement que l'Église ne se lasse pas. Enfin, voilà. J'ai eu l'impression, c'est plus de 48 heures que j'ai passé, que tout ce que l'Église regrette de ne pas avoir, je le voyais sous mes yeux dans le mouvement des éclaireuses et éclaireurs unionistes. Voilà, et j'ai juste pensé que c'est extraordinaire, l'énergie, le goût de la responsabilité, le goût de l'engagement, le goût du sérieux de ces jeunes. J'étais bluffée. Bel encouragement et belle espérance pour tout le monde, pour l'Église et pour le mouvement, évidemment. Alors, ce congrès est également l'occasion, nous l'avons dit, d'explorer, peut-être plus exactement de questionner ce projet éducatif, tu l'as dit Marine, de l'association, un projet qui a 25 ans, pour construire désormais les orientations d'un nouveau projet. Alors, j'aurais envie de dire, quels enjeux jaillissent de ces rencontres et de ces débats exploratoires? Et j'ose finalement poser cette question à chacune d'entre vous, en tant que directrice du congrès, pour toi Marine, et comme observateur, partenaire, pour toi Emmanuel. C'est un peu compliqué à dire encore ce qui est ressorti des ateliers. En fait, il y avait donc un endroit sur le congrès où chacune pouvait aller mettre des réflexions ou des questions qu'il s'était posées ou des remarques
par rapport à ce qu'ils avaient vécu et ce qu'ils voulaient modifier, changer, garder dans le projet éducatif. Aujourd'hui, c'est pas encore vraiment réécrit, hein. Le processus, Bien il est en sûr. cours. Donc, on ne sait pas précisément sur quels angles ou quelles choses on va garder ou pas. On va pas tout changer, bien sûr, parce que notre projet, bah, il a encore du sens aujourd'hui. Mais on voulait réaffirmer certains points, les mettre aussi un peu au goût du jour, peut-être appuyer certaines choses qu'on fait dans nos activités et qui sont moins retransmis dans notre projet éducatif aujourd'hui. Mais voilà, c'est en cours. Je sais pas si je peux te dire aujourd'hui, voilà, il y a ce point qu'on veut déjà changer ou pas. Ça, on le sait pas encore, mais on le Bien saura sûr, et puis il bientôt. y a tout un processus, mais voilà, c'était un peu cette, on va dire, prise de température à chaud. Ouais. Voilà. Et donc pour toi, Emmanuel, qui observait quelque part et qui est partenaire. Alors, bien sûr, il y avait tellement un si grand nombre d'ateliers qu'on ne peut pas participer à tout. Mais les ateliers auxquels j'ai participé personnellement, j'ai trouvé très intéressant. Je ne sais pas du tout si ça sera dans le projet éducatif, hein, mais ce qui a été débattu en tout cas dans un des ateliers auxquels j'ai participé sur la question du genre. Est-ce que le mouvement est vraiment complètement inclusif, sans aucune discrimination, filles, garçons Donc sur la question du genre déjà, est arrivé dans l'atelier le fait que beaucoup d'activités des éclaireurs mettent en avant des, entre guillemets, compétences plutôt masculines et comment faire pour rééquilibrer et pour avoir des propositions plus larges que simplement des grands jeux dehors où finalement ça va être peut-être la force musculaire qui va être mise en avant. Je trouvais très intéressant, alors ce n'est pas dit que ça débouche sur quelque chose, je ne sais pas, mais que les participants se posent eux-mêmes la question des activités qu'ils proposent et de savoir si c'est suffisamment équilibré dans les propositions. Donc, avoir aussi des propositions plus artistiques qui mettent en jeu d'autres compétences que simplement le goût de courir vite ou de grimper en haut des arbres, même si tout le monde peut y aller si on a envie. Hein. Donc, il y avait cette question de l'inclusion. Alors, l'inclusion qui est beaucoup plus large aussi, puisqu'ils se sont posé la question, évidemment, de savoir si les activités étaient inclusives pour tout le monde. Il y en a des handicaps physiques ou des handicaps psychiques ou est-ce que on peut si facilement que ça être intégré parmi un groupe de louveteaux ou d'éclaireurs. Donc c'est un groupe qui se remet vraiment en question et qui se pose des questions essentielles, notamment sur l'inclusion. Un autre atelier auquel j'ai participé très rapidement, bon, c'était sur le rapport évidemment Église et puis mouvement, où j'ai senti à la fois qu'il n'y avait pas de questionnement pendant tout un temps. C'était est-ce que le mouvement a des racines protestantes ou est-ce qu'il est protestant? Bon, ça a été tranché il y a quelques années. C'est un mouvement protestant. On verra si dans le projet éducatif, ça reste comme ça. Et je ne sentais pas de contestation. Mais ce que j'entendais, c'est comment le mouvement peut, entre guillemets, alors ça c'est mes mots à moi, hein, provoquer l'Église à changer. Parce que c'est un mouvement, j'ai l'impression, qui passe son temps à se réformer, ce qu'on souhaiterait de l'Église, quand l'Église peut-être ne passe pas son temps à se réformer. Et donc, je sentais un désir des éclaireurs, enfin, de certains qui prenaient la parole, d'être plus, comment dire, provocateurs vis-à-vis de l'Église en disant, ben voilà ce que vous annoncez, voilà ce que, par exemple, vous dites l'accueil de l'étranger. C'était une grande campagne d'affichage de l'Église il y a quelques années. Mais si vous dites ça, qu'est-ce que vous faites ensuite? Est-ce que vous allez à la frontière pour mettre à l'abri des personnes qui passent illégalement, etc., etc. Enfin, voilà. Donc, je trouvais ça vraiment très constructif et en capacité de faire bouger l'Église. Alors, pardon, ce n'est pas tout à fait le projet éducatif, mais peut-être que ça... Ah, mais ça rejoint le troisième tome, semble-t-il, qui est essaimé. Hein, c'est, si j'ose dire, les prémices, l'accompagnement de cette prise de conscience des cadres et des responsables de ce qu'ils vont porter demain à la suite de l'Assemblée générale 2024 qui aura lieu cet hiver et où justement les éclaireuses et éclaireurs unionistes de France eh bien, auront voté, décidé leur nouveau projet éducatif et seront alors pleinement invités à
essaimer ces propositions et ces espoirs dans la société. Et les éclaireuses et éclaireurs unionistes de France le disent dans leurs documents auprès également bien des paroisses, justement, d'aller essaimer auprès des paroisses protestantes. Alors, comment, Emmanuel, l'Église protestante unie accueille et encouragera demain l'accueil de ces propositions du mouvement dans les paroisses et communautés locales? Alors, c'est très difficile de dire l'Église protestante unie parce que les groupes des éclaireuses et éclaireurs unionistes sont accueillis dans effectivement des églises locales et des paroisses. Et que, bien sûr, c'est bien souvent les relations interpersonnelles qui jouent à ce niveau-là et que le Conseil national peut certes encourager, dire c'est très important, accueillez, soutenez, soyez là, soyez à côté, enfin voilà, espérer que les relations se passent le mieux possible. Et ensuite, il y a le facteur humain qui embellit ou grippe un peu les situations locales. Mais effectivement, je rendrai compte, en tout cas au Conseil national, de ce que j'ai vécu au Congrès, et peut-être qu'un encouragement sera adressé aux paroisses, en tout cas une vigilance particulière sur les conditions d'accueil des groupes locaux, sur cette bienveillance à accompagner le mouvement et sur la place qu'on leur laisse s'ils souhaitent la prendre en intervenant dans la vie de l'Église locale. Il y a vraiment un défi là. Il y a un défi parce qu'au quotidien, les relations ne sont pas, oui, c'est la question comment on a mis à sécher le matériel, si la salle des scouts est bien rangée, tout ça. Ouais. Et ce genre de choses peut empêcher en fait qu'on reçoive la parole des jeunes de manière constructive pour l'Église locale. Donc, encourageons. Alors, au regard de tout cela, pour terminer, parce que vous avez fort à faire l'une et l'autre encore, une phrase d'exhortation, d'encouragement, en quelques mots rapides, pour cette rentrée 2023, aussi bien pour les paroisses et les groupes locaux des éclaireuses et éclaireurs unionistes, concernant nos liens et nos chances de vivre, si je peux me permettre, sous le même toit régulièrement. Alors, si un mot, je dirais bienveillance et écoute mutuelle. De la paroisse, de l'église locale et des groupes des éclaireuses et éclaireurs. Voilà, ce que je souhaite, bienveillance et écoute mutuelle. Et pour toi, Marine, pour ce mot de la fin? Pareil, de l'entraide et puis voilà, un renouvellement de l'engagement. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite porter aussi au Congrès avec tous nos partenaires et voilà, les responsables ici sont là. Merci à toutes les deux et bonne continuation à chacune après ce temps fort qui ouvre très bien l'année scolaire 2023-2024 et qui est plein d'encouragement et de belles perspectives pour tout le monde. À bientôt. Merci Marc, au revoir.